27 février 2000, Suzanne Viguier disparaît dans la nuit. 3 jours plus tard, son mari prévient la police. Je vois un monsieur pas vraiment inquiet, pas vraiment bouleversé. C'est drôle, mais j'ai l'impression que cet homme a tué sa femme. L'enquête révèle que le couple était en pleine rupture. C'était chacun de leur côté, quoi. Enfin, il n'y avait plus rien entre eux. Des traces de sang sont découvertes dans la maison. Notre conviction, c'est que M. Viguier ne nous dit pas la vérité. Accusé du meurtre de sa femme, Jacques Viguier est acquitté à 2 reprises. Cette affaire l'a brisé, cet homme. Pourquoi l'amant de Suzanne Viguier n'a-t-il jamais cessé d'accuser le mari? C'est vrai que bon, on est amené à penser qu'il a peut-être des choses à cacher lui aussi, quoi. Que faisait la mère de famille lors de ses multiples sorties nocturnes? Elle se présentait souvent seule dans cette boîte de nuit. Et si Suzanne Viguier avait choisi de disparaître volontairement? Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de témoin. Personne ne peut écarter totalement l'hypothèse selon laquelle Suzy est vivante. Aujourd'hui encore, le mystère sur la disparition de Suzanne Viguier demeure. Nous sommes dans le sud de la France, à Toulouse. C'est ici que s'est déroulée, en février 2000, l'une des affaires criminelles les plus énigmatiques et les plus médiatiques de ces dernières années. Suzanne Viguier avait 38 ans, 3 enfants et un mari professeur de droit renommé. Sa disparition brutale a défrayé la chronique et la mise en accusation de son époux a déchaîné les passions et provoqué les plus folles rumeurs. Jacques Viguier a été jugé pour le meurtre de sa femme devant 2 cours d'assises. Et à chaque fois, les jurys l'ont acquitté, reconnaissant ainsi son innocence. Quelles autres pistes les enquêteurs auraient-ils pu suivre? Pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé le corps de la victime? Qu'est-il arrivé à Suzanne Viguier? Retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. Le dimanche 27 février 2000 au soir, Suzanne Viguier est introuvable. À 38 ans, cette mère de famille laisse ses 3 enfants sans nouvelles. Son mari, Jacques Viguier, pense l'avoir entendue rentrer de son tournoi de tarot au petit matin, à 4h30. Mais depuis, personne ne l'a vue. Écrivain et chroniqueur judiciaire, Dominique Labarrière a été l'un des premiers à s'intéresser à la disparition de Suzanne Viguier. Le couple va très mal et ils font chambre à part, dans une maison où les 2 chambres sont assez distantes l'une de l'autre. Pour lui, comme les autres week-ends, quand il y a des compétitions de tarot et que sa femme rentre tard, il est normal qu'elle ne se lève pas avant le début de l'après-midi. Ce dimanche-là, en plein milieu des vacances scolaires de février, Jacques Viguier s'occupe de sa fille Clémence, âgée de 10 ans, et des jumeaux Guillaume et Nicolas, âgés de 7 ans. Il part déjeuner chez ses parents avec ses 3 enfants, sans avoir vu sa femme. À leur retour, vers 18h, son épouse n'est pas là. Mais cela ne l'inquiète pas, comme il l'expliquait il y a quelques années, dans une interview accordée à la chaîne de télévision locale, TLT. Nous sommes donc sur 15 jours de vacances. Elle disparaît, ou elle part, pour moi elle part au départ, le week-end, au milieu de ces 15 jours. Or, la seconde semaine, je dois aller avec mes enfants à la montagne, au ski, on doit être tous les 4, et elle fait ce qu'elle veut. L'absence de Suzanne Viguier peut s'expliquer, mais pas son silence. Le journaliste Jean Coadon a suivi toute l'affaire pour le quotidien La Dépêche du Midi. Dans sa vie, elle a ses enfants, passion absolue, exclusive, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas passer 2 heures sans leur passer un coup de fil, et ses cours de danse. Si elle n'est pas chez elle, ce qui arrive fréquemment, elle passe son temps à appeler les enfants. C'est Olivier Durandet, ami intime et partenaire de tarot de Suzanne Viguier, qui l'a déposée devant chez elle dans la nuit. Il s'étonne de ne pas avoir de ses nouvelles le dimanche après-midi. Il préfère aujourd'hui s'exprimer à visage caché pour préserver ses proches. Quand ça allait pas entre eux, j'étais la première personne au courant. Elle m'appelait de suite ou elle passait à la maison, il fallait qu'elle en parle. Le dimanche soir à 21h30, Olivier Durandet appelle Jacques Viguier pour tenter d'en savoir plus. Ça ressemble pas du tout à Suzy, donc je veux discuter avec lui pour savoir s'il s'est passé quelque chose. Je lui dis d'ailleurs, je lui dis mais dis-moi, et lui il reste dans sa version, non, je suis parti, elle était là, je suis rentré, elle n'était plus là. Mais Olivier Durandet est convaincu que Jacques Viguier lui cache quelque chose. Pour en avoir le cœur net, il sonne chez les Viguier le lundi matin à la 1re heure pour inspecter les lieux. Donc pendant qu'il me fait le café, je lui dis bon je vais à la salle de bain, il me suit. Et là à la salle de bain, je découvre cette petite trousse ouverte, les produits en dehors, l'étui à lentilles et les lunettes.
Donc là, je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. En effet, pour Olivier Durandé, il semble tout à fait improbable que Suzanne Viguier, très myope, soit partie sans ses lunettes. C'est le personnage qui, le premier, va s'inquiéter de la disparition de Suzy. Je lui dis, il y a quand même quelque chose de pas normal, il faudrait peut-être aller signaler sa disparition, parce que maintenant, ça devient inquiétant. Après, il va commencer à donner sa version, c'est à savoir, mais tu sais, elle est sûrement partie pour m'emmerder, pour me montrer que c'est difficile de s'occuper des enfants. Le mercredi matin, cela fait maintenant 3 jours que Suzanne n'a pas donné de nouvelles. Jacques Viguier se rend au commissariat de son quartier pour déclarer la disparition de son épouse. Ce 1er mars 2000, c'est le lieutenant Paul Burga qui reçoit sa déposition. Je vois un monsieur pas vraiment inquiet, pas vraiment bouleversé. Il est très calme et il me dit voilà, ma femme a disparu, je voudrais faire une déclaration. Quand je vais à la police déclarer le départ, ce qui pour moi n'est pas encore une disparition, je vais déclarer en me disant certainement lundi elle va revenir. Le détachement apparent du mari face à la disparition de son épouse suscite d'emblée la méfiance du lieutenant Burga. Alors il me dit qu'il ne l'a pas revue depuis le samedi, qu'elle est partie avec un ami jouer au tarot. Et moi, je suis quand même interpellée là-dessus parce que je lui dis, c'est drôle monsieur, votre femme disparaît depuis 2 ou 3 jours et vous venez seulement aujourd'hui. Je trouve ça bizarre. Il me décrit comment elle était habillée la dernière fois, il me donne une photo et quand j'ai apporté les papiers à la secrétaire qui diffuse à la police judiciaire toutes ces informations, je lui dis c'est drôle mais j'ai l'impression que cet homme a tué sa femme. Cette première mauvaise impression donnée par Jacques Viguier aura des répercussions. C'est ce que révèle le journaliste du Figaro, Stéphane Durand-Soufflant. C'est d'ailleurs le premier élément qui va jouer à charge contre Jacques Viguier, c'est-à-dire qu'on voudrait que le mari soit très inquiet de la disparition de sa femme. C'est que, en fait, dans cette histoire très mystérieuse, on se raccroche beaucoup à des stéréotypes. Donc le mari doit être inquiet. Or, il ne l'est pas. Dans la foulée, peut-être 1 heure après, la secrétaire m'appelle en me disant « Il y a un monsieur Durandé et une dame qui voudraient vous voir. » Et monsieur Durandé était en pleurs. Alors ça m'a quand même attendrie. Donc je les ai fait asseoir et j'ai demandé à ce monsieur de me dire pourquoi il voulait absolument me voir. Accompagné par la baby-sitter des Viguier, Olivier Durandé livre toutes ses inquiétudes à la fonctionnaire de police. Olivier Durandé a en effet une attitude totalement à l'inverse de celle de Jacques Viguier, c'est-à-dire que lui, il est immédiatement surinquiet, on pourrait dire. C'est aussi mon devoir d'y aller et d'expliquer ce que lui n'aura pas dit. Parce que je sais très bien qu'il va cacher le fait qu'ils ne s'entendent plus du tout, qu'ils sont sur le point de divorcer. L'entretien se prolonge pendant plus de 2 heures. Bavard invétéré, Olivier Durandé fournit de nombreux détails sur la vie des Viguier. Il est tous les jours chez les Viguier. Il me dit qu'il sert de médiateur parce qu'il assiste très souvent à des scènes dans le couple. Mais le lieutenant Burga sent bien que cet homme est surtout venu pour lui dire autre chose. Il n'ose pas me le dire, il va mettre très longtemps à me dire qu'il vient parce qu'il pense que Jacques Viguier a commis l'irréparable. Il ne me dit même pas d'autres mots, il me dit a commis l'irréparable. Olivier Durandé accuse ouvertement Jacques Viguier du meurtre de son épouse. Et puis je lui ai dit, ne craignez rien de la part de monsieur Viguier, puisqu'à partir de ce moment-là, puisque vous l'accusez de meurtre, je ne pense pas que vous restiez amis très longtemps. Le 3 mars 2000, la brigade criminelle de Toulouse est saisie par le procureur de la République de cette disparition inquiétante. Les jours passent et toujours aucune nouvelle de Suzanne Viguier. Son mari, comme ses proches, s'étonne qu'elle ne téléphone pas à ses enfants. Mais il ne s'alarme pas vraiment car il est déjà arrivé à la mère de famille de partir quelque temps sans dire où elle allait. Sa disparition est tout de même prise très au sérieux par les policiers chargés de l'affaire qui vont chercher à savoir qui est Suzanne Viguier. Fantasque, volubile, Suzanne Viguier tient beaucoup à ce qu'on l'appelle Suzy avec un S. Enfant, cette jolie brune pétillante rêvait de devenir danseuse. Mais pour obéir à son père, elle s'inscrit à la faculté de droit de Toulouse. C'est une artiste contrariée. Elle s'est vue danseuse.
Et puis elle a fait un petit peu de droit. Au lieu de tomber dans les capacités en droit, elle est tombée dans le lit de Jacques Viguier, mais ça c'est un air connu, j'allais dire. Bon, elle est charmante, elle est très séduisante, c'est une séductrice. En 1984, Suzy entame une liaison avec Jacques Viguier, un jeune et séduisant chargé de travaux dirigés à l'université de Toulouse. Il est la star de ses étudiants parce que il fait ses cours sans notes, de droit administratif. Sans notes, c'est des rébarbatifs au possible, le droit administratif, c'est des trucs. Il faut une mémoire d'éléphant, c'est absolument incroyable. Quand vous voyez tous ces petites étudiantes, elles sont fascinées, il n'y a plus qu'à cueillir après. Suzy et Jacques Viguier emménagent ensemble et décident de se marier en 1987. Suzy abandonne rapidement les études de droit et, poussée par son époux, fait de sa passion son métier. Elle devient professeure de danse. Son amie, Zouri Bougandoura, se souvient qu'à l'époque, la jeune femme était très heureuse, très amoureuse. Pour elle, ça a été un peu comme on dit aux petites filles, la rencontre du prince charmant, un conte de fées. Ce mariage avec le très convoité professeur de droit a toujours eu quelque chose d'irréel pour Suzy, selon son amie Isabelle Guizy. Elle se demande comment un type comme lui a pu s'intéresser à une fille comme elle. En fait, voilà, c'est l'impression que j'avais eue. Ce bonheur est largement partagé, comme le confirme le collègue et fidèle ami de Jacques Viguier, Serge Regaud. Je pense que le couple est un couple, en effet, qui était un couple qui s'est aimé. Il n'y a pas de doute, en tout cas dans mon esprit, là-dessus. En 1989, Jacques et Suzy Viguier ont une petite fille, Clémence. 2 ans plus tard, un autre bébé s'annonce, mais Suzy met au monde un enfant mort-né. Alors que sa femme souffre, Jacques Viguier retient ses larmes. Il dira c'est probablement les heures les plus noires de notre vie, mais il le dira a posteriori. Mais viscéralement, il ne l'a pas vécu à l'unisson. Et là, Suzanne a dû se sentir un peu seule dans cette détresse. Ce drame provoque la première cassure dans leur couple. Suzy reproche à Jacques d'être insensible. Pour surmonter l'épreuve, ils conçoivent un nouvel enfant. En 1993, naissent les jumeaux Guillaume et Nicolas. Mais petit à petit, leurs différences de caractère les séparent. Elle n'est pas mariée avec l'homme qui lui convient. Jacques Viguier, c'est pas une personne chaleureuse, c'est pas une personne très expansive. Viguier, c'est un type plutôt froid quand même. C'est pas le type qui va vous taper dans le dos. Il a toujours été quelqu'un de plutôt introverti, quelqu'un de plutôt réservé. Il est un peu dans la catégorie, entre guillemets, des taiseux. Et elle, c'est la danse, c'est le show, c'est le spectacle, c'est les amis, c'est les tournois de cartes, c'est 2 mondes complètement différents. Socialement, Jacques et Suzy ne s'épanouissent pas dans les mêmes cercles d'amis. Un jour, on avait dîné chez Suzy, et Jacques, tout d'un coup, s'est levé, sans rien dire, et est parti. Moi, je pensais qu'il allait chercher quelque chose, ou ben, en fait, non, il n'est pas revenu. Je suppose que notre conversation l'a nuit, il est parti. Et c'est vrai qu'il avait un certain mépris vis-à-vis des amis de sa femme. Voilà, c'était pas son milieu, c'était pas son truc, voilà. Et chez les amis universitaires de Jacques Viguier, le caractère léger et enjoué de Suzy sonne comme une faute de goût. Suzy n'avait pas du tout acquis les éléments, les codes, les conventions d'une femme d'universitaire. La spontanéité de Suzy, c'était par exemple, à la fin du repas, d'aller chercher l'album de famille et de montrer les photos des enfants. Là, on était vraiment à côté de la plaque. En 1995, Suzy découvre que son mari a une liaison extra-conjugale. Mais je sais quand elle a découvert qu'il l'a trompée, elle est vraiment tombée des nues. Elle ne pensait pas que Jacques, l'homme qu'elle mettait sur un piédestal, lui ferait une chose pareille. Ça, je crois qu'elle avait été extrêmement déçue par son comportement. Jacques Viguier promet de ne plus jamais recommencer et son épouse accepte de pardonner. Mais l'harmonie est rompue, comme en témoigne Audrey Villia, qui était à l'époque l'une des babysitters des enfants. Elle va le ressentir comme une trahison et à partir de ce moment-là, elle ne lui fera plus confiance, quoi. Ça sera... Elle me demandait souvent à quelle heure il était rentré, ce qu'il faisait, s'il rentrait tard, il fallait que je le lui dise. C'est dans ces années que Suzy fait la connaissance de Zouri Bougandoura, gérant d'un cabaret transformiste toulousain, le Crazy Moon. Il la charge de régler les chorégraphies de plusieurs numéros de danse pour son spectacle. Ce nouveau job passionne Suzy. Elle est enfin à sa place. Elle est enfin quelqu'un, elle est enfin sur la scène, sur le devant. C'est plus Jacques Viguier qui est sur le devant,
Le professeur d'université, c'est Suzanne Viguier qui est sur le devant. Ça compte énormément pour elle. Quand elle était avec moi et les artistes sur scène à monter les choses, c'était, je pense, la vraie Suzy. Ouais. Parce qu'elle aurait aimé se retrouver dans le Lac des Cygnes ou, je ne sais pas, dans Casse-Noisette avec un tutu éblouissant et danser dans les plus grands opéras. Et de faire danser les autres, quelque part, c'était une extension de son rêve, quoi. Mais la réalité rattrape violemment Suzy. En 1998, elle s'aperçoit que son mari la trompe à nouveau. Et après, elle a découvert, je ne sais plus comment, mais qu'en fait, il s'était jamais arrêté. Puis après, elle a découvert qu'il y avait beaucoup de maîtresses, qu'il y avait ses étudiantes qui passaient dans son bureau, etc., etc. Et là, pour elle, bon, c'était fini. Amie intime de Suzanne, Marielle Labattu était au courant des infidélités de Jacques Viguier. Il était revenu de chasse en Slovénie, je crois, et il avait ramené des bois de cerf. Donc elle avait dit, c'est rigolo, les bois de cerf, c'est des grandes cornes. Voilà, bon, après, elle en avait souri. À l'université, tout le monde savait que Jacques avait effectivement des aventures extra-conjugales. Je pense qu'elle était naïve. Elle a été naïve longtemps. Mais au bout de 10 ans, elle a fini par se rendre compte que Jacques n'était pas celui qu'elle idéalisait au départ. La rupture est consommée. Mais Suzy et Jacques Viguier vivent toujours sous le même toit pour préserver leurs enfants. C'était chacun de leur côté, quoi. Enfin, il n'y avait plus rien entre eux. Le lundi 6 mars 2000, les congés scolaires d'hiver sont terminés. Les enfants retournent à l'école et Jacques Viguier doit reprendre ses cours à la faculté de droit. Cela fait maintenant 8 jours que son épouse s'est volatilisée. Le 8 mars, Jacques Viguier dépose plainte pour enlèvement et séquestration. 2 jours plus tard, il est convoqué au SRPJ de Toulouse. Quand il arrive ce matin-là, à 9h30, il ignore que les enquêteurs le soupçonnent d'être responsable de la disparition de son épouse. Après un rapproche, les policiers indiquent à Jacques Viguier qu'ils veulent se rendre à son domicile pour effectuer les constatations nécessaires à l'enquête. Jacques Viguier accepte sans difficulté et les accompagne chez lui. Les techniciens de la police scientifique recherchent les traces et indices qui pourraient expliquer la disparition de Suzanne Viguier. François Moriès, chef de groupe à la police judiciaire de Toulouse, se souvient parfaitement de ses premières constatations. En ce qui concerne les investigations de la police scientifique, ils ont trouvé des traces, quelques traces de sang au rez-de-chaussée, mais des traces de sang discrètes, ce que les techniciens appellent des croutelles. Les experts relèvent plusieurs traces de sang de quelques millimètres, 2 dans l'escalier, mais aussi plusieurs dans la salle de bain, sur une bassine et sur le rebord de la baignoire. Ils poursuivent leurs investigations dans la chambre qu'occupait Suzanne Viguier. Au moment où les fonctionnaires déplient le lit clic-clac qui se trouvait dans cette chambre, qu'ils constatent que l'absence d'un matelas. L'absence du matelas sur lequel dormait la mère de famille disparue est suspecte. Mais c'est surtout la réaction de Jacques Viguier qui frappe les policiers. Vous voyez sortir d'un pas vif, M. Viguier, qui va vers le jardin et qui semble désorienté. Il saute partout, on est obligé de le menacer, de le menotter, il court dans le jardin, on le rattrape. Enfin bon, c'est une scène complètement hystérique. Lorsque le commissaire Robert Saby, directeur adjoint de la division criminelle du SRPJ de Toulouse, demande à Jacques Viguier pourquoi il n'y a plus de matelas sur le clic-clac, le mari explique qu'il est allé le jeter à la décharge. Donc la déduction est très facile. S'il a jeté le matelas, c'est que le matelas était compromettant, qu'il était sans doute couvert de sang. Le commissaire Saby appelle la juge d'instruction et en lui rendant compte et en lui demandant si on pouvait mettre Jacques Viguier en garde à vue. Et à partir de là, on fait une perquisition en règle dans la maison. Jacques Viguier est désormais contraint d'obéir aux injonctions des policiers. En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs découvrent au bas d'un placard dans l'entrée de la maison le sac à main de Suzy Viguier. Alors que M. Viguier avait déclaré auparavant qu'elle était partie, qu'elle avait disparu avec son sac à main. Et il nous a dit, à notre grande surprise aussi, que ce sac à main, en fait, il l'avait découvert avant notre intervention. Ce sac à main contient notamment le trousseau de clés de Suzanne Viguier. En revanche, son portefeuille est introuvable. Les policiers continuent leurs investigations dans les véhicules des époux Viguier.
Dans le coffre de la voiture de Jacques Viguier, il découvre plusieurs chiffons tachés de sang. Jacques Viguier affirme qu'il s'agit de sang animal, car il est chasseur et transporte régulièrement du gibier dans son coffre. Les enquêteurs placent les chiffons sous scellé pour analyse. Dans la voiture de Suzanne Viguier, ils font une autre découverte surprenante. Dans le coffre de ce véhicule, nous avons trouvé des papiers personnels sous la roue de secours, à savoir un dossier concernant des formalités pour engager un divorce. La découverte de ce dossier bien caché vient conforter les soupçons des enquêteurs. Olivier Durandé, l'ami de la famille, qui a mis les policiers sur la piste du mari, affirme depuis le premier jour que si Jacques Viguier a tué sa femme, c'est parce qu'il ne voulait pas divorcer, de peur de perdre son statut social. Jacques Viguier est un fils unique qui a été élevé dans le culte de la réussite et le paraître est d'une importance capitale pour lui. Les policiers découvrent également que Suzy avait rendez-vous chez un avocat le lendemain de sa disparition. Les constatations terminées, Jacques Viguier est reconduit dans les locaux de la police judiciaire pour être interrogé. Mais le mari ne se montre pas très coopératif. Il prend tout ça avec beaucoup de désinvolture, qui est interprété comme du mépris, comme de l'arrogance. Il y a la personnalité de Jacques qui est effectivement problématique. Et à la limite, je vais dire que Jacques est son meilleur ennemi. Les enquêteurs veulent vérifier l'emploi du temps de Jacques Viguier le matin de la disparition de Suzy. Jacques Viguier leur a déclaré que son père était venu chercher les enfants à 10h et qu'il était ensuite parti faire un footing entre 10h15 et 11h30. Et à la lecture du résultat des réquisitions lancées par la brigade criminelle, il apparaissait qu'à 10h45, un appel téléphonique était parti de la maison de M. Viguier à Toulouse en direction de Vieille Toulouse, la maison des parents. Jacques Viguier indique qu'il a dû se tromper sur son heure de départ. C'est alors qu'Olivier Durandé explique aux policiers qu'il ne croit pas un instant aux déclarations du professeur de droit. On me dit qu'il est allé faire un jogging, ça serait bien la première fois, parce que je ne l'ai jamais vu en 2 ans partir faire un jogging, c'est absolument pas un sportif. Le seul moment où il met un short et des baskets, c'est pour tondre la pelouse, et en aucun cas pour aller courir. Je sais aussi qu'il a un problème à un genou, qu'il voit un kiné régulièrement. Notre conviction, c'est que M. Viguier ne nous dit pas la vérité, ça c'est sûr, donc qu'il a quelque chose à cacher. Voilà, on veut savoir ce qui s'est passé là, c'est tout. Les policiers savent que s'ils ne retrouvent pas le corps de la victime, leur enquête sera difficile. Des centaines de CRS sont alors chargés de passer au peigne fin la ville de Toulouse et la campagne environnante. Des hommes grenouilles sondent également les cours d'eau, en vain. Dès le début de l'affaire, les policiers soupçonnent Jacques Viguier d'avoir tué sa femme et d'avoir fait disparaître son corps. Et c'est vrai que plusieurs de ses agissements semblent l'accabler. Si on résume, il ne fait preuve d'aucune espèce d'inquiétude au moment de la disparition et semble presque détaché. Il s'est débarrassé du matelas sur lequel dormait sa femme. Il ne signale pas aux enquêteurs la découverte du sac à main de son épouse. Et enfin, il présente un alibi qui est tout de suite fragilisé par ses relevés téléphoniques. Tous ces éléments, Arnaud, ne constituent pas des preuves. C'est vrai, on peut reprocher à Jacques Viguier une certaine maladresse, une certaine légèreté, voire de la désinvolture. Mais bien heureusement, ça ne suffit pas pour envoyer quelqu'un à l'échafaud. J'ai eu à connaître dans ma carrière un certain nombre d'affaires de disparition et parfois le comportement des proches est inadapté. Certains paraissent distants, paraissent presque absents et pourtant ils n'ont rien à se reprocher. Alors que d'autres, qui sont éplorés, qui sont parfois vindicatifs vis-à-vis de la police et de la justice, ont commis les pires atrocités, les pires turpitudes. Ce que vous nous dites, Jean-Marc, c'est que les apparences sont parfois trompeuses. Mais enfin, tout de même, faire disparaître ce matelas, cacher l'existence de ce sac et mentir sur son alibi, c'est pas bien malin. Reprenons ces éléments un par un, si vous le voulez bien. Concernant son alibi, est-ce qu'il a menti ou est-ce qu'il s'est trompé sur les horaires? Vous parlez de mensonge, moi j'en sais strictement rien. Il a pu simplement oublier le coup de fil qu'il a passé à sa mère à 10h45. À propos du sac à main, il va expliquer aux enquêteurs qu'il l'a trouvé en fin de journée, la veille de la perquisition. Moi, je ne crois pas qu'il ait voulu cacher l'existence de ce sac, sinon il s'en serait définitivement débarrassé. Je pense en fait qu'il n'a pas mesuré l'importance de cette découverte. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ait jeté le matelas sur lequel dormait son épouse? En ce qui concerne le matelas, c'est plus problématique.
Jacques Viguier prétend avoir jeté ce matelas parce que sa femme le trouvait inconfortable. Moi, je pense qu'il s'est débarrassé de ce matelas dans un geste de colère devant l'absence inexpliquée de sa femme. Il pense que Suzanne est partie de son plein gré juste pour lui pourrir la vie. Effectivement, il devait se rendre au Vietnam pour un congrès qu'il préparait depuis 1 an. Et à cause de cette absence, il a été obligé d'annuler sa participation. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est que la disparition de ce matelas allait avoir de lourdes conséquences. La découverte du sac à main et le témoignage de Jacques Viguier, qui déclare avoir entendu les pas de sa femme vers 4h30 du matin, permettent aux policiers de penser que Suzanne Viguier est bien rentrée chez elle dans la nuit du 27 février 2000. Mais est-ce que l'on peut vraiment en être certain? Certains, non. Olivier Durandet dit avoir déposé Suzanne Viguier devant chez elle. Jacques Viguier, lui, dit avoir entendu les pas de sa femme à l'intérieur de la maison, mais il précise qu'il était dans un demi-sommeil. Et puis il y a un témoignage qui, me semble-t-il, n'a pas été suffisamment pris en compte. C'est celui de leur fille aînée, Clémence. Elle déclare qu'au petit matin, elle est allée, comme bien souvent, dans le lit de sa mère et que Suzanne Viguier n'y était pas. Alors, à défaut de témoignages visuels certains et concordants, il est impossible de dire que Suzanne Viguier est bien rentrée chez elle cette nuit-là. Alors que la garde à vue de Jacques Viguier se poursuit, les policiers se rendent à la déchetterie en espérant récupérer le matelas. Mais ils apprennent que la veille, un incendie a ravagé les lieux. Les enquêteurs trouvent cette coïncidence troublante. Dans les locaux du SRPJ de Toulouse, la pression exercée sur Jacques Viguier s'intensifie. Le mari suspect se défend mal, il est hésitant, se trompe parfois et ne répond pas avec la conviction et le brio que les enquêteurs attendaient de la part d'un professeur agrégé de droit. Le samedi 11 mars 2000 à 10h, Jacques Viguier rencontre pour la première fois Georges Catala, celui qui sera son avocat pendant 9 ans. Et puis j'ai découvert cet homme complètement perdu, accablé par une garde à vue qui s'est passée plus ou moins bien, convaincu bien entendu de son innocence, et sachant intuitivement qu'il s'était mis dans une galère qui serait très difficile à redresser. Le samedi soir, après plus de 24 heures de garde à vue, les policiers confrontent Jacques Viguier avec Olivier Durandet, qui l'accuse depuis le premier jour. Les enquêteurs veulent déstabiliser le mari. Ils lui révèlent alors que l'ami de sa femme est en réalité son amant depuis près de 2 ans. On pensait que ce choc provoquerait une réaction de M. Viguier. Il est resté de marbre, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Il a dit en substance, hein, bon, c'est moi le cocu, je comprends que maintenant que Suzanne avait un amant, voilà, il n'en dit pas plus. Entouré de policiers, Olivier Durandet rencontre Jacques Viguier. Il interpelle l'universitaire et réitère fermement ses accusations. J'ai été confronté quelques heures plus tard à Jacques Viguier. Je lui ai exposé ce problème et je lui ai dit, maintenant tu me dis comment elle est sortie de chez toi, en dehors du coffre de ta voiture. Il ne répond pas. Il répond pas. Il baisse la tête. Olivier Durandet devient alors l'interlocuteur privilégié des policiers. L'attitude d'Olivier Durandet, c'est de se mettre à notre disposition pour essayer de faire avancer l'enquête. Je lui ai demandé de rester dans un coin dans le service, de façon à rester à notre disposition si on avait des éléments à lui demander. Comme Olivier Durandet, les enquêteurs sont maintenant convaincus de la culpabilité du mari. Mais Jacques Viguier nie formellement. Nous avons opté pour une autre solution. C'est M. Sabi qui a dit, bon, mais je vais le prendre en tête à tête, on va voir, peut-être qu'il se livrera plus facilement. C'était un choix. Le commissaire Robert Sabi, stratège chevronné, est certain de pouvoir faire craquer Jacques Viguier. Et à partir de ce moment-là, il l'a dit lui-même, on va jouer aux échecs. Mais la résultante de ce jeu d'échecs, c'est que la victoire ne passait que par les aveux. C'est-à-dire, je vais t'avoir. Tu es professeur de droit, mais moi je suis commissaire de police. C'est le théâtre de la rivalité entre le commissaire et le suspect. Et on sent une espèce de jalousie sociale vis-à-vis de Jacques Viguier, qui a été agrégé de droit du premier coup à 32 ans, et lui qui n'est que commissaire divisionnaire. Et qui sait bien qu'avoir la peau de Jacques Viguier, ce serait extrêmement bien dans son curriculum vitae. Ça ferait formidablement bien. Les policiers font tout pour faire craquer Jacques Viguier, mais celui-ci n'avoue pas.
Après 40 heures d'une garde à vue éprouvante, le professeur de droit est relâché le dimanche 12 mars 2000 à 6 h du matin. En l'absence d'aveux et de preuves solides justifiant sa mise en examen, les policiers vont fouiller dans la vie sentimentale des époux Viguier. Pour eux, la clé de l'énigme se cache dans l'intimité du couple. Au moment de la disparition, Olivier Durandé est l'amant de Suzy Viguier depuis près de 2 ans. Mais il n'est officiellement pour le reste de la famille que l'ami et le partenaire de Tarot. À ce titre, il passe quasiment tous les jours dans la maison familiale de la rue des Corbières. Lui, il était là dans la maison. Ben, je dis bonjour, c'est chez lui quand même, donc je viens chez lui. Donc la moindre des choses, c'est de dire bonjour. Elle lui proposait d'aller rue des Corbières. Lui, il aurait pu dire, écoute, non, ça me gêne quand même. Mais non, il y avait probablement chez lui une forme de jouissance d'être face au mari de sa maîtresse, chez lui, quasiment dans ses pantoufles. Le domicile conjugal sert même à l'occasion de salle de réception pour les parties de tarot. Comme en témoigne Loïc Petit, un ami d'Olivier Durandé. Elle a dû faire, je ne sais pas exactement, mais peut-être 2 ou 3 parties de tarot chez elle, effectivement. Et bon, son mari était là pour jouer. Bon. Alors bon, il jouait avec nous. Mais bon, je pense que le mari de Suzanne, ça lui plaisait pas trop qu'on soit tous là. Bon, je pense qu'il n'en pouvait plus déjà. Hein. Je sais pas. On a l'impression qu'il était à bout, quoi. De son côté, Jacques Viguier a renoncé à inviter ses amis. Je voyais Jacques régulièrement, mais il n'y avait pas de vie sociale dans son couple et dans sa maison. Lorsque Jacques est absent, Suzy reçoit régulièrement en compagnie d'Olivier Durandé. Il jouait le maître de maison alors qu'en fait il était quand même pas chez lui. Et ça m'avait un petit peu frappé, quoi. Ouais, il se comportait comme s'il était chez lui, il allait chercher les trucs, il revenait, installe-toi, tu veux boire quelque chose, enfin voilà. Il se permettait de dire aux enfants ce qui n'allait pas, comme un papa le ferait avec ses enfants, quoi. Donc c'est vrai qu'on s'est toutes regardées, on a dit « hop ». Il est quand même gonflé de s'immiscer au sein de ce couple. On peut avoir des liaisons extra-conjugales sans pénétrer dans le foyer, sans exiger qu'on nous serve à boire et à manger, et sans exiger, lorsque Jacques donnait une conférence à l'extérieur, de pénétrer dans le lit conjugal. Donc il était installé sans aucune sorte de vergogne. Il était gonflé. C'est vrai que la situation peut ressembler à une pièce de boulevard, avec les portes qui claquent, le mari qui sort, l'amant qui rentre. Ça peut être ça. Sauf que dans la réalité de Jacques Viguier, Durandé n'est pas l'amant. Durandé, c'est l'ami. Non, il ne peut pas se douter qu'on est amant, pour une raison toute simple. C'est que pour lui, il est tellement imbu de sa personne que forcément, si sa femme le trompe, c'est avec quelqu'un de plus beau que lui, de plus riche que lui. Et sur la base de ces critères, l'amant est parfaitement insoupçonnable. Olivier Durandé est un homme qui, à l'époque, travaille dans la grande distribution. C'est un type assez simple, gros fumeur, gros joueur de cartes. Il a rencontré Suzy en jouant au tarot. Type assez simple, pas d'études, pas de relief particulier. Je me suis un peu demandé ce qu'elle y avait trouvé, mais voilà, c'est chacun ses goûts. Autant Olivier Durandé est volubile et affable, autant Jacques Viguier est rigide et introverti. Non, c'est pas quelqu'un qui a une approche facile, je pense pas. Il est assez distant. Déjà par son regard, il a les yeux bleus, donc il est assez froid, oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui méprise les gens, il est assez hautain, il regarde de haut. Il faut vraiment être de sa valeur à lui, comme il la considère, pour l'intéresser. Sinon, vous ne l'intéressez pas. Et le mari met la barre très haut. Bachelier à 16 ans, agrégé de droit, Jacques Viguier a toujours excellé. Jacques Viguier a un côté, oui, un petit peu inadapté à la société. D'abord, il est très brillant. Donc je vais vous dire une chose, c'est que les gens qui ne comprennent pas à la même vitesse que lui l'emmerdent prodigieusement et très vite. Suzy lui a dit un jour, tu as l'intelligence des livres, mais dans la vie, tu es un vrai con. Après sa garde à vue, Jacques Viguier a repris son activité professionnelle, s'occupant parallèlement de ses 3 enfants. Il est libre de ses mouvements, mais sous surveillance policière. Pourtant, le père de famille reste confiant, persuadé que les enquêteurs suivent également d'autres pistes.
Mais le jeudi 11 mai 2000, à 7h40 du matin, la vie de Jacques Viguier va définitivement basculer. Le professeur de droit vient tout juste de déposer ses enfants à l'école lorsqu'il est soudainement interpellé par les policiers. 3 voitures arrivent d'une façon tonitruante, on s'empare de lui alors qu'on savait très bien où il habitait, il était soumis. Et on l'emmène un peu désarticulé auprès du juge d'instruction. Jacques Viguier est immédiatement conduit dans le bureau du juge d'instruction, où le rejoint son avocat. Sa mise en examen pour assassinat lui est alors signifiée. Le commissaire n'avait pas pu obtenir les aveux, et la juge d'instruction a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, moi je suis plus fort que toi, les aveux, je vais les obtenir. Et là on a eu droit à tout. L'interrogatoire de première comparution va se prolonger pendant près de 12 heures. Un juge d'instruction qui est chargé d'instruire à charge et à décharge, qui dès le premier jour, dès la première heure, a pris parti d'une façon telle qu'elle va s'exprimer sans aucune retenue, en disant, et c'est la première fois et sans doute la dernière que je l'entends dans des affaires criminelles, que celui qui est devant elle est un monstre. C'est la communication du rapport d'experts sur les traces de sang retrouvées dans la maison des Viguier qui a provoqué la mise en examen du mari. Selon la juge d'instruction, du sang mêlé de Jacques et de Suzy Viguier a été identifié sur plusieurs scellés, notamment sur la housse du sommier du clic-clac. Jacques Viguier cherche une explication. Pour lui, ces traces sont anciennes et datent de leur emménagement. Selon lui, son épouse avait l'habitude de faire l'amour dans toutes les pièces lorsque elle s'installait quelque part. Et à ce moment-là, Madame Viguier avait ses règles et il pense que le sang provenait donc des règlements Viguier. Quant à la présence de son propre sang, Jacques Viguier évoquera des saignements de nez. Le 11 mai 2000 à 23h45, la juge d'instruction annonce à Jacques Viguier son placement en détention provisoire. L'universitaire est conduit à la maison d'arrêt Saint-Michel. La magistrate et les enquêteurs sont convaincus que Jacques Viguier a tué son épouse dans la matinée du dimanche 27 février, à l'heure où il a déclaré être parti faire un footing. Mais ce n'est que 6 mois plus tard qu'ils vont chercher à vérifier son alibi en organisant une reconstitution. Et on extirpe Jacques du cul de basse-fosse de la maison d'arrêt Saint-Michel et on dit, bon, tu vas courir pour nous montrer que tu sais courir. Le 30 novembre 2000, encadré par 2 policiers, Jacques Viguier, amaigri et moustachu, doit refaire le trajet de 6 km 600 qu'il affirme avoir parcouru le jour de la disparition de sa femme. Et là, ça tourne à la pantalonnade, c'est-à-dire que Viguier, qui devait faire son jogging en 1 heure, le fait en 1 demi-heure, le policier de la police judiciaire qui l'accompagne n'arrive pas à suivre parce qu'en fait la réalité c'est que la veille, il y a eu un repas de service un peu arrosé que les 2 policiers chargés de courir avec lui n'y arrivent pas, enfin bon. Face aux caméras qui l'observent, Jacques Viguier explose. La reconstitution du footing renforce pourtant la conviction des enquêteurs. On se rend compte de suite qu'il n'a pas mis 1 heure pour faire les 6 km, ou alors il s'est arrêté et il a fait autre chose. Et qu'il ne nous dit pas la vérité. La juge d'instruction ne croit pas à l'alibi de Jacques Viguier, comme elle ne croit pas non plus aux explications de l'universitaire sur la disparition du matelas du clic-clac, sur lequel dormait sa femme. Les enquêteurs sont persuadés que ce matelas a été jeté car il était couvert de sang. Mais maître Henri Leclerc, venu renforcer la défense au cours de l'instruction, souligne un élément important. La mère de Jacques Viguier a dormi dans le clic-clac le lendemain de la disparition, avant que son fils ne jette le matelas. Quand sa mère vient le lendemain soir coucher pour garder les enfants, elle couche sur ce matelas. Viguier a beau être un monstre, il ne va pas faire coucher sa mère dans le sang. Enfin, c'est absurde. Et ce qui est quand même aussi extrêmement singulier, c'est que la principale pièce à conviction contre Jacques Viguier est un matelas que personne n'a vu. Dans ce dossier où les éléments matériels sont extrêmement fragiles, l'expertise psychiatrique de Jacques Viguier est très attendue par la magistrate. C'est le docteur Daniel Zaguri qui a réalisé cet examen. L'immense danger, c'est de vouloir se saisir d'un examen psychiatrique pour en faire un argument en faveur
de l'innocence ou en faveur de la culpabilité. Donc la personnalité de Jacques Viguier, c'était la personnalité d'un homme normal, dépourvu de pathologie psychiatrique, avec une petite note de psychorigidité, mais je dirais banale. Tous les psychiatres qui l'ont examiné le disent, c'était pas un type qui était mesquin, c'était pas un type qui aurait souffert d'une façon incandescente du fait que sa femme le trompe, non, il vivait sa vie. Ce qui pose le problème du mobile. Le mobile, retenu par la magistrate et les enquêteurs, c'est celui que l'amant proclame depuis le premier jour. Jacques Viguier ne voulait pas divorcer. C'est le mobile du pauvre. Il voulait pas divorcer, quoi. C'est sûrement un mobile au 19e siècle, ça c'est clair. Maintenant, rien ne prouve que Jacques Viguier n'aurait pas voulu divorcer. Jacques Viguier a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne se serait pas opposé au divorce. À l'époque où elle disparaît, elle a 38 ans, moi j'en ai 42. On est totalement dans la génération de l'après 68 où 2 couples sur 3 divorcent. Donc je crois qu'il n'y a rien de mystérieux ou de particulier à divorcer. C'était pas de divorcer qui l'emmerdait. C'était l'image qu'elle allait donner de lui et ce qu'on allait penser de lui. Si le caricature dit, bon, comme je ne veux pas divorcer, parce que le divorce serait infamant, du coup je vais tuer ma femme. Lorsque la juge d'instruction a connaissance du rapport des experts chargés d'analyser les taches de sang découvertes dans la maison des Viguier, elle est convaincue de tenir une preuve de la culpabilité du mari. Il semblerait pourtant qu'elle confonde sang mêlé et ADN mêlé. Oui, la présence de 2 ADN dans une tache de sang ne signifie pas nécessairement qu'elles proviennent d'un mélange de sang. Pour être clair, on ne peut pas affirmer que la tache est composée du sang de Jacques Viguier et de celui de Suzanne Viguier. Non, on ne peut pas l'affirmer. C'est peut-être du sang mêlé à un autre fluide humain, de la salive, du sperme ou même de la sueur. Or, l'enquête a démontré que Jacques Viguier et son épouse avaient parfois dormi sur ce clic-clac. C'est donc pas étonnant de retrouver sur la housse qui enrobait le sommier leurs 2 ADN mêlés. D'autres petites taches de sang contenant l'ADN de Suzanne Viguier ont été découvertes à différents endroits dans la maison, notamment dans l'escalier, dans une bassine et dans la baignoire. Est-ce que leur présence peut orienter les investigations ? Non, elles sont trop disparates et en trop petite quantité pour avoir une signification quelconque. Des taches comme ça, on peut en trouver dans toutes les habitations sans qu'un crime ou un délit ait été commis. En revanche, je suis étonné que les enquêteurs n'aient pas utilisé un moyen de détection chimique comme le Blue Star ou un moyen de détection physique comme le Crimscope pour révéler d'éventuelles traces de sang plus importantes qui auraient été lavées et donc invisibles à l'œil nu. Alors 6 mois après sa mise en examen et son incarcération, Jacques Viguier est extrait de sa cellule pour participer à une reconstitution. La juge et les enquêteurs pensent que le professeur de droit a menti, qu'il est incapable de courir une distance de plus de 6 km. Une fois de plus, on constate l'influence d'Olivier Durandet sur le déroulement de cette enquête. C'est en effet dès le début de cette affaire qu'il a déclaré que Jacques Viguier ne pouvait pas courir en raison d'un problème à un genou. Or, au cours de cette reconstitution, le mari a couru et au-delà de toute espérance. Pour autant, Jacques Viguier va de nouveau éveiller les soupçons en parcourant cette distance en une demi-heure et non pas en 1 heure comme il l'avait déclaré. Il fait preuve une fois de plus d'une spontanéité déconcertante. N'importe qui dans cette situation aurait compris que cette reconstitution aurait dû être conforme à ses déclarations initiales. Ce qui prouve que Jacques Viguier n'est pas dans le calcul comme le sont les innocents. Alors que les coupables, eux, se forgent un alibi et s'y tiennent scrupuleusement. Le 15 février 2001, après 9 mois et 4 jours de détention provisoire, Jacques Viguier est remis en liberté. Toujours mis en examen pour l'assassinat de sa femme, il tente de reprendre le cours de sa vie. Mais il sait qu'à tout moment, la juge d'instruction peut demander qu'il soit à nouveau incarcéré. Il sait aussi qu'il sera peut-être prochainement renvoyé devant une cour d'assises. Au mois d'octobre 2001, plus d'1 an et demi après la disparition, un nouvel élément surgit dans l'enquête. Une lettre adressée par les magasins Leclerc parvient au domicile des Viguier. À l'intérieur de l'enveloppe, Jacques Viguier découvre une carte de fidélité au nom de sa femme, accompagnée d'un courrier. Madame, vous trouverez ci-joint votre carte de fidélité qui nous a été renvoyée par les services des objets trouvés de la ville de Toulouse.
Pour Jacques Viguier, cette découverte est capitale car il sait que son épouse gardait toujours cette carte de fidélité dans son portefeuille. Et donc la juge d'instruction nous a demandé de faire des investigations. On a appris auprès des services des objets trouvés que ce portefeuille avait été déposé à ce service entre le 6 et le 10 mars. C'est-à-dire une dizaine de jours après la disparition de Suzanne Viguier. Ironie de l'histoire, c'est un fonctionnaire de la police nationale qui l'a déposé aux objets trouvés. Ce portefeuille contenait la carte d'identité de Suzanne Viguier, son permis de conduire et la carte de fidélité. Mais étonnamment, personne n'a fait le lien avec la disparition. L'argument de l'accusation qui consistait à dire que le crime avait eu lieu à l'intérieur de la maison parce que Suzy avait laissé son sac et ses affaires qu'elle aurait dû prendre si elle était sortie s'écroule. Et par voie de conséquence, il était extrêmement important que ce portefeuille soit livré à la police scientifique pour savoir si ce portefeuille pouvait parler. Pourtant, aucune investigation ne sera menée sur le portefeuille de Suzy Viguier. Nous apprenons que ce portefeuille a été, sans que personne ne cherche à le mettre sous scellé, a été brûlé en 2004. L'enquête n'a pas non plus permis d'établir le lieu de découverte du portefeuille et l'identité du policier qui l'a déposé aux objets trouvés. Pour les avocats de Jacques Viguier, c'est un élément de plus prouvant que l'instruction a été menée exclusivement à charge contre leur client. La défense a pourtant tenté pendant les 9 longues années que va durer l'instruction de désigner d'autres pistes. Nous avons sollicité un certain nombre de compléments d'information, dont beaucoup portaient en direction des activités d'Olivier Durandet. Accusateur public du mari, l'amant a joué un rôle actif dans l'enquête. Les avocats de Jacques Viguier réclament la retranscription des écoutes téléphoniques réalisées sur la ligne d'Olivier Durandet. J'ai demandé à n'en plus finir au magistrat instructeur que l'on me communique ces tables d'écoute. Et par le fait d'une nouvelle résistance, on ne nous a donné en pâture que 20 enregistrements. Les autres, on nous les confisque. Cependant, ces 20 enregistrements sont effarants. Ce que je veux faire, c'est... Les écoutes d'Olivier Durandet font apparaître une connivence surprenante entre l'amant et les enquêteurs. On découvre qu'il tutoie très vite les commissaires de police. Les tutoie-t-il avant? Les connaît-il? D'où? De quoi? On n'a pas cherché. Maître Catala prend alors connaissance d'une conversation édifiante entre le chef de la division criminelle du SRPJ de Toulouse et Olivier Durandet. Dans cet échange, l'amant explique qu'il a l'intention de rentrer clandestinement chez les Viguier. Non. Et est-ce que c'est dangereux d'y retourner pendant qu'il n'est pas là? Ça s'appelle une violation de domicile. Pas vu, pas pris, mais... Pas vu, pas pris, exactement. Ce qui est une folie furieuse. On entend ça, c'est quand même stupéfiant. C'est qu'un fonctionnaire de police, puis pas n'importe qui, c'est pas le planton. C'est pas son beau-frère à Durandet qui serait flic et qui dit « Bon allez, si tu veux récupérer ta casquette, je t'ouvre la porte. » Voilà. C'est quand même un commissaire de haut rang qui lui dit « Pas vu, pas pris. » Les tables d'écoute vont révéler un certain nombre de choses selon lesquelles Durandet téléphone à un témoin pour lui dire « Tu vas être entendu par la police, je le sais. Et je vais te dire ce que tu dois dire. » Et voici l'enquête. La découverte de ces conversations téléphoniques ne modifie pas le cours de l'instruction. Jacques Viguier continue de clamer son innocence. Mais à Toulouse, la rumeur enfle. Le mari suspect, le brillant professeur de droit, serait un personnage machiavélique. Puisqu'on ne retrouve pas de cadavre, il faut que ce soit quelqu'un de particulièrement fort, particulièrement intelligent qui ait fait ça. Jacques Viguier correspond exactement au scénario qu'on invente à sa place. Et qu'on invente surtout à la place des faits. Une information se répand dans les médias. Jacques Viguier aurait même donné un cours sur le crime parfait. Je n'ai jamais fait de cours sur le crime parfait, je ne suis pas professeur en droit pénal. On a quand même interrogé, pour vous dire les investigations, une trentaine d'étudiants de droit pénal pour savoir si j'avais pas fait de conférence là-dessus. Bien sûr, ils ont dit non. Alors quand je vois le temps passé à investiguer sur des rumeurs et l'absence de temps sur des pistes qui auraient été nécessaires, c'est vrai que je suis au moins étonné, voire choqué. La profession du mari rend l'affaire croustillante. Dans la presse, on présente Jacques Viguier comme un notable, un grand bourgeois.
Et pour agrémenter, on lui prête le titre de vice-doyen de la faculté. Il est directeur adjoint de l'unité de droit, directeur adjoint et pas vice-doyen. Vice-doyen, c'est un titre inventé, ça n'existe pas dans l'organigramme des facultés, il n'y a pas de vice-doyen de la faculté de droit. Alors on l'a fait, ça fait plus joli que directeur adjoint. Donc on en a fait un notable, mais il ne vit pas comme un notable. Quand vous allez chez Viguier, son pavillon de la rue des Corbières, c'est pas la résidence d'un mandarin avec des bouquins en cuir reliés, vous voyez, un grand salon avec des lourds rideaux grenats et une petite dame qui passe le porto sur un plateau. C'est pas ça du tout, c'est un pavillon sans charme particulier, assez bordélique. Jacques Viguier a très mal supporté ses longues années d'instruction, comme il l'expliquait dans une interview accordée à Télé Toulouse. C'est vrai que des moments où je suis vraiment dépressif, d'autres moments où ça va mieux. Et puis, il y a des moments où je pense au procès, d'autres moments où je me dis, bon, tu es innocent, donc tout le monde reconnaîtra que tu es innocent, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Jacques Viguier est devenu ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un homme qui est quand même, comme disait Gide, une personnalité sur pilotis. La découverte de la carte de fidélité de Suzanne Viguier est un rebondissement dans l'enquête. On sait que le portefeuille qui la contenait a été retrouvé et déposé dans un commissariat avant d'être transmis au service des objets trouvés de la ville de Toulouse une dizaine de jours après la disparition. Comment se fait-il que le lien n'ait pas été fait avec l'enquête? Tout simplement parce qu'au moment où ce portefeuille est découvert, l'enquête ne fait que commencer et cette affaire n'est pas du tout médiatisée. Alors personne ne sait qui est Suzanne Viguier. Alors, ce qui est certain, c'est que cette découverte peut remettre en cause la théorie selon laquelle Suzanne Viguier aurait été tuée chez elle. Pas nécessairement. Il se peut qu'elle ait perdu ce portefeuille le dernier soir ou qu'elle se soit fait voler avant de rentrer chez elle. Il est aussi possible qu'elle soit ressortie de chez elle avec ce seul portefeuille à la main. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est qu'elle ne soit jamais rentrée chez elle. Comment expliquez-vous que l'enquête n'ait pas permis d'établir dans quelles circonstances ce portefeuille a été retrouvé? C'est probablement à cause d'un dysfonctionnement. En principe, les objets trouvés sont accompagnés d'une fiche descriptive sur laquelle on trouve le lieu de la découverte, la date de la découverte, l'heure de la découverte et le nom de l'inventeur. C'est-à-dire celui qui l'a trouvé. Effectivement. Cette procédure, hélas, n'est plus guère respectée, surtout quand les objets ont peu de valeur. Mais je crois qu'il n'est pas trop tard pour lancer un appel à témoins afin que celui ou celle qui a découvert ce portefeuille se manifeste. Même 15 ans après? Même 15 ans après. Effectivement, je crois que quelqu'un qui trouve un tel objet et qui le remet entre les mains d'un agent de la force publique ne l'oublie pas, ça ne s'oublie pas. Mais c'est effectivement dommage que cette démarche n'ait pas été effectuée plus tôt. En travaillant sur la défense de leurs clients, les avocats de Jacques Viguier ont très vite remarqué le rôle ambigu joué par l'amant de Suzanne. Mais ce n'est qu'en prenant connaissance des écoutes téléphoniques qu'ils en ont mesuré l'importance. Qu'est-ce que vous pensez des liens étroits qui se sont noués entre Olivier Durandé et certains enquêteurs du SRPJ de Toulouse? Ça m'est bien sûr difficile à dire, mais je comprends pas et ça me paraît même aberrant. Autant il est normal que des rapports de confiance s'établissent entre un témoin et un enquêteur. Autant il est dangereux et même malsain quand cette confiance se transforme en connivence et que le témoin devienne ainsi un auxiliaire de police au courant de toute l'avancée de l'enquête. Et c'est encore pire quand on autorise ce témoin à procéder à une visite domiciliaire, c'est-à-dire à une violation de domicile. En janvier 2005, un nouveau juge d'instruction saisi du dossier décide de renvoyer Jacques Viguier devant une cour d'assises pour répondre du meurtre de sa femme. La défense dénonce l'absence d'éléments matériels permettant d'incriminer Jacques Viguier et obtient un supplément d'information. Mais cela ne fait que retarder le procès qui s'ouvre finalement 9 ans après les faits à Toulouse le 20 avril 2009. Le professeur de droit encourt alors une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Jacques Viguier comparaît libre devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Nous, on est des vieux avocats, Catala et moi. Quelle que soit notre conviction, quelle que soit notre confiance, nous savons très bien qu'un procès a toujours un côté aléatoire et que ce n'est pas parce que quelqu'un est innocent qu'il est forcément et toujours acquitté. La défense est soutenue par la mère de Suzanne Viguier, persuadée de l'innocence de son gendre, et par les 3 enfants de l'accusé, qui épaulent leur père. En face, pour l'accusation aussi, ce procès hors norme est un défi.
Le magistrat Marc Gobert était l'avocat général devant la cour d'assises. Le procès va être long, je sais qu'il va être compliqué parce que il faut quand même remarquer qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'aveu. On a affaire à un personnage qui, à titre personnel et en dehors de ses affaires, jouit d'un grand crédit. Donc je sais que ça ne va pas être simple. Hein. Sur le banc des parties civiles, l'accusation est renforcée par les deux sœurs de Suzanne Viguier, Carole et Hélène, convaincues de la culpabilité de leur beau-frère. Le premier jour, l'arrivée très attendue de Jacques Viguier fait sensation. Devant les caméras, l'accusé semble n'avoir aucun doute sur la nature du verdict. Je suis fatigué, mais en même temps, ça sera une délivrance d'être acquitté dans 15 jours. Ces propos sont perçus comme de l'arrogance. Mais dans le box des accusés, Jacques Viguier va perdre toute assurance. Il est hagard. Ce qui nous inquiétait, c'était la façon dont se présentait cet homme complètement perdu. Il ne savait pas crier son innocence. On aurait pu penser qu'il aurait été beaucoup plus présent dans son procès, hein, ne serait-ce que par sa capacité intellectuelle, sa facilité d'expression. Différents témoins sont appelés à la barre pour évoquer la vie de couple des Viguier. Les choses sont faites pour qu'on assiste à un immense striptease. Striptease de l'accusé, striptease des avocats. Si je puis me permettre une trivialité, 10 jours de cour d'assises met tout le monde à poil. C'est le souci des cours d'assises, c'est-à-dire qu'on n'épargne rien, et surtout pas à l'accusé. Donc on a eu droit au défilé des maîtresses. Les témoignages sur les infidélités de l'accusé fragilisent la défense. Vient ensuite la déposition du commissaire Sabi. Il fait le récit de son enquête et expose énergiquement sa conviction de la culpabilité de l'accusé. Le commissaire Sabi fait une espèce de numéro de cabaret extrêmement démonstratif. Il faisait des grands gestes de dos. On aurait dit, vous savez, sur les pistes d'avion, là, vous avez les types qui guident les avions là, avec le machin. J'ai l'impression qu'il faisait rentrer le Boeing dans son hangar. Là. C'était plus le commissaire Sabi, c'était Sabi Belmondo. Et puis il parle comme ça pendant 2 heures, quelque chose comme ça, c'est très long. Et puis à la fin, il va ajouter quelque chose qui n'est pas dans le dossier, et qui est, il veut en quelque sorte mettre une cerise sur le gâteau, il veut apporter un point final à sa démonstration, et il dit « Jacques Viguier a avoué ». J'ai vu dans son regard qu'il reconnaissait sa culpabilité. Malheureusement, il n'a pas voulu confirmer ses aveux par écrit. Ce qui est absolument hallucinant, c'est-à-dire que ce qui n'est pas sur un procès verbal n'existe pas. Mais le plus dur reste à venir pour la défense. 2 jours avant la fin du procès, l'accusation sort son atout-maître. Olivier Durandé est appelé à la barre. Et ce qui passionnait les spectateurs ou les professionnels, c'était la confrontation entre le mari et l'amant. Il se présente comme le pauvre amant généreux, amoureux, aimé, face à un mari brillant et tyrannique. L'amant offrait au juré, jouait au juré la partition qu'on aurait aimé que le mari joue. Hein, je suis triste, c'est terrible, Suzy, je voudrais qu'elle ait une sépulture pour aller mettre des fleurs dessus, des choses comme ça, c'est bon. Et à l'issue de cette confrontation, tout le monde est venu vers moi en me disant « Vous êtes foutus, l'amant est bien meilleur que le mari, il a gagné le match, la messe est dite. » À l'issue de son réquisitoire, l'avocat général réclame 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Georges Catala ouvre alors le bal pour la défense. Il plaide pendant 3 heures en dénonçant point par point l'enquête de police. Une plaidoirie fleurie, une plaidoirie magnifique dans la langue, et avec une argumentation et des formules. Je me souviens de cette formule, ce canapé, il ne le jette pas, il le rejette. Et je pense que c'était en osmose avec les jurés. Il les entraînait parce qu'ils parlaient leur langue. Et les réactions dans la salle ont été très favorables puisque tout le monde a applaudi. Enfin, tout le monde. Je suppose que les policiers n'ont pas applaudi. C'est Henri Leclerc, ténor du barreau parisien, qui mettra un point final au débat, avant que le jury ne se retire pour délibérer. Il y a eu une plaidoirie absolument exceptionnelle d'Henri Leclerc, une immense plaidoirie. C'est un coup, c'est Mozart, quoi. Ce moment d'anthologie est resté dans la mémoire judiciaire, comme la plaidoirie du mouchoir rouge.
Je ne sais quel est le bon génie ou la déesse de la justice qui a fait que je me suis coupé en me rasant le matin. Et donc, j'ai sorti le Kleenex à l'audience pour dire, regardez, du sang dans une maison, comme il y en a, il n'y a pas eu de meurtre dans ma salle de bain. Bon. Ces traces de sang, qui pesaient si lourd pour l'accusation, Henri Leclerc les transforme, selon son expression, en traces de vie. Jacques Viguier et ses enfants vont alors attendre le verdict du jury. Après 4 heures de délibération, le verdict tombe. Jacques Viguier est acquitté. À cette annonce, des applaudissements éclatent dans la salle d'audience. Le père de famille quitte alors le palais de justice, entouré de ses 3 enfants. Mais leur bonheur sera de courte durée, car le procureur général de Toulouse décide de faire appel. Le 1er mars 2010, un nouveau procès s'ouvre à Albi, et il est prévu que les débats durent 3 semaines. Jacques Viguier crée la surprise en revenant en appel entouré de 2 nouveaux avocats. Le Toulousain Jacques Lévy et le redoutable ténor du barreau de Lille, Éric Dupond-Moretti. Je n'ai, à titre personnel, que des coups à prendre. Parce que si par malheur il est condamné, il en est quelques-uns qui diront que c'est de ma faute. Donc j'arrive sans aucun triomphalisme, c'est le moins que l'on puisse dire dans cette affaire Viguier. La petite ville d'Albi est en effervescence. Le procès du désormais célèbre professeur de droit est un événement considérable. C'est la personnalité, le machiavélisme qu'on lui prête, le fait qu'il appartienne à la haute, il y a aussi un réflexe de classe là-dedans, le fait qu'il ait des maîtresses, le fait qu'elle est un amant, le fait que, voilà, tout ça, ce sont les ingrédients qui permettent de faire venir la foule. Et la foule est venue. L'avocat général et les parties civiles sont les mêmes qu'à Toulouse. Mais à Albi, le président de la cour d'assises est le rigoureux Jacques Ricciardi. Ce magistrat a décidé de transmettre de nouvelles retranscriptions des écoutes téléphoniques réalisées pendant l'enquête. Le président Ricciardi va permettre l'audition des écoutes, des conversations téléphoniques, très très nombreuses, qui ont été enregistrées mais qui n'ont jamais été données aux parties, en particulier à la défense. Le 9 mars, Séverine Ball, une des babysitters des Viguier, est appelée à la barre. La jeune femme qui a partagé l'intimité du couple livre un témoignage accablant contre l'accusé. Elle évoque la froideur de Jacques Viguier et son absence d'émotion au moment de la disparition de son épouse. Mais surtout, elle raconte qu'elle s'est rendue seule au domicile des Viguier le lendemain de la disparition de Suzy, grâce à la clé dont elle disposait. Elle dit avoir alors effectué un rapide tour d'inspection de la maison à la recherche d'éventuels indices. Et Séverine Ball affirme que ce lundi 28 février 2000, elle a vu du sang mélangé avec de l'eau dans la baignoire. Alors naturellement, je vais longuement l'interroger. Et d'abord, on va partir de très loin, on va partir de quelques banalités, et puis on va resserrer l'interrogatoire jusqu'à ce que je sente qu'elle est sur le point de dire les choses, mais elle résiste. Et tout le monde va voir qu'elle résiste. Éric Dupond-Moretti insiste. Il est persuadé que la jeune femme n'était pas seule lors de cette visite clandestine. Il lui demande si Olivier Durandé était avec elle. Et on sent que quelque chose est en train de se passer parce qu'on devine qu'il a en sa possession un élément qui n'était pas du tout apparu lors du premier procès grâce aux écoutes. La babysitter nie être entrée dans la maison avec Olivier Durandé. L'avocat de la défense durcit le ton. Et je vais lui dire à un moment, j'ai la preuve que vous y êtes allé. Mais elle ne sait pas de quelle preuve il est question. Donc elle me dit, sortez cette preuve. Je lui dis, attendez madame, c'est moi qui vous interroge. Tous les regards convergent vers elle, et naturellement, à un moment, elle craque. Et elle dit oui, on y est allé, et Durandé m'a demandé de ne pas le dire. Ce qui naturellement stupéfie la cour d'assises. Et là, ça va être le scoop à l'audience, le coup de tonnerre. Alors, c'est pas un faux témoignage, puisqu'elle ne va pas la réitérer à l'audience. Juridiquement, ça n'est pas un. Mais il n'empêche que ça fait l'effet d'un coup de tonnerre. Oui, j'ai menti. Voilà. J'ai menti à la police, j'ai menti à la première audience au serment. Et là, je viens de mentir. La babysitter avoue qu'elle est retournée dans la maison des Viguier le mardi 29 février, accompagnée d'Olivier Durandé. Sous le feu des questions, elle précise que c'est l'amant de Suzy qui lui a demandé de faire cette visite clandestine.
Demande étonnante, puisque l'on sait que Jacques Viguier avait déjà permis à Olivier Durandé de faire le tour de la maison le lundi 28 février au matin. Et quand on voit que ce collaborateur zélé de l'enquête est un menteur et qu'il a suborné un témoin, et qu'il a lui-même caché cette visite qui est importante, et d'ailleurs, on se dit, mais pour quelle raison cacher cette visite? Quel est l'intérêt? Depuis le début de l'affaire, l'amant soutient que sa maîtresse a été tuée chez elle. Il en veut pour preuve la découverte lors de la première perquisition du domicile des Viguier, du sac à main contenant le trousseau de clés de Suzanne. Pourquoi Olivier Durandé voulait-il revenir clandestinement dans la maison? Que voulait-il y faire? Et dès lors, le président pose la question que tout le monde pose. Est-ce que vous avez vu Olivier Durandé introduire quelque chose? En gros, est-ce qu'il a mis le sac à main de Suzy dans le placard? Parce que c'est à ça que tout le monde pense. Elle dit qu'elle ne l'a pas vu, mais là, le verre est dans le fruit. Là, c'est un tremblement de terre dans ce dossier. À partir de ce moment-là, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en plus, elle explique que ça fait 10 ans que Durandé lui dit, surtout, on le dit pas, on le dit pas, on le dit pas. Le soir même, à Albi, Olivier Durandé, suspecté de subornation de témoins, est placé en garde à vue. Appelé à la barre de la cour d'assises le lendemain, il n'a pourtant rien perdu de son assurance. Il justifie avec bonhomie sa visite clandestine. C'est tout bête, hein, je l'ai dit au procès. Je leur ai dit, évidemment que c'est bête. On le comprend 10 ans après. Mais sur l'instant, c'est et si je vois quelque chose, et si ça peut me donner une piste, parce que je suis inquiet à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est mal? Je sais pas. Mais les mensonges et les dissimulations révélées semblent avoir définitivement décrédibilisé la parole d'Olivier Durandé. Et dans le même temps, les fondements de l'accusation. Personne ne sait si Olivier Durandé a mis ce sac. Mais depuis le retournement, personne ne peut exclure qu'il l'ait fait. Le 19 mars, l'avocat général réclame sans y croire 15 à 20 ans de réclusion criminelle pour Jacques Viguier. Je me dis un peu c'est foutu quoi. Je mesure bien, bon, comme on dit chez nous, je prends la peine 3 semaines. Bon, je mesure bien la dynamique d'audience et l'effet psychologique de ce genre d'événement. Dans sa plaidoirie, Éric Dupond-Moretti interpelle directement le jury. Il fout la trouille au jury. En gros, il explique au jury, il dit, mais attendez, Viguier, demain ça peut être vous. Il y a quoi contre lui que ce matelas? Ça suffit, les gouttes de sang, mais enfin c'est rien du tout. Le 20 mars, Jacques Viguier est définitivement acquitté du meurtre de son épouse. Puis le souvenir que j'en garde évidemment, c'est le verdict après une longue attente et l'étreinte entre ses enfants et lui. Ça, ce sont des moments pour un avocat qui sont des moments magiques. Quelques mois après son second acquittement, Jacques Viguier a sorti un livre racontant ses souffrances, son combat et ses incompréhensions. Il confie un rêve. L'instruction serait reprise en main par une autre équipe d'enquêteurs. Je suis persuadé, écrit-il, que même à plus de 10 ans de distance, il serait possible d'en savoir plus. Mais pour qu'une nouvelle instruction soit ouverte, il faudrait qu'un fait nouveau survienne. De nouvelles investigations permettraient alors peut-être d'établir ce qui est arrivé à Suzanne Viguier dans la nuit du 26 au 27 février 2000. Dès le début de l'enquête, les faits et les premiers témoignages auraient pu être interprétés d'une manière très différente qu'ils ne l'ont été. Selon ses propres déclarations, Olivier Durandé a partagé la dernière nuit de Suzanne Viguier avant sa disparition. Donc le 26, on finit notre tournoi de tarot vers 1h du matin, 1h30, le temps de rentrer, on passe un moment chez moi, et je ramène Suzy après à peu près à 4h du matin devant chez elle. Mais après toutes ces années d'enquête, rien ne prouve que la femme de Jacques Viguier a passé la nuit du samedi 26 au dimanche 27 février chez elle, sur son clic-clac. La constatation de Viguier disant mon épouse est rentrée à la maison ne repose que sur le bruit entendu dans la nuit et la déduction qu'il en fait. Puisque j'ai entendu ce bruit, ma femme est rentrée. Les enquêteurs n'ont pourtant jamais envisagé la possibilité que Suzanne Viguier ne soit pas rentrée chez elle la veille de sa disparition. On n'a pas eu la curiosité, et je crois que c'est la clé de l'affaire, de s'interroger sur l'emploi du temps de l'amant le jour de la disparition de Suzy. C'est effarant. Le dimanche 27 février,
Olivier Durandé affirme qu'il s'inquiète immédiatement de la disparition de sa maîtresse, car elle ne l'appelle pas à 13h30 comme elle le lui avait promis. Pourtant, ses relevés téléphoniques révèlent qu'il ne cherche à la joindre qu'à 17h27. Je lui ai posé, moi, au procès, la question. Il a eu une réponse magnifique. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait entre 1h30, heure à laquelle vous deviez être réveillé par Suzy, 5h30, heure à laquelle vous avez commencé à vous inquiéter? Il a eu une réponse magnifique, il m'a dit, j'ai fait un footing. Je prends le prétexte de Jacques Viguier, j'ai fait mon footing, voilà. À partir de 17h27, Olivier Durandé s'inquiète tout à coup frénétiquement. Il tente de joindre Suzanne Viguier 15 fois en l'espace de 3 heures. Le soir même, à 21h32, il appelle Carole, la sœur de Suzy, pour lui demander si elle a des nouvelles. Et il lui tient tout de suite un discours très alarmiste. Et d'ores et déjà, il parle de disparition inquiétante et il dit que Jacques Viguier est quelqu'un qui est capable de tuer quelqu'un et de ne pas s'en souvenir après. Suzanne Viguier, à ce moment-là, a disparu, disons, depuis 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est drôle, cette inquiétude, cette précipitation dans l'inquiétude, cette précipitation dans la dramatisation. Dans les jours qui suivent, Olivier Durandé continue de partager ses soupçons à l'encontre de Jacques Viguier. Pour cela, il organise des réunions avec les amis de sa maîtresse. Je me suis dit, ce gars, il n'est pas net, quoi. Pourquoi il nous fait cette réunion? Pourquoi il veut absolument qu'on pense exactement la même chose que lui, sans même nous demander notre avis? Ça, ouais, après, je me suis posé des questions sur son compte, je vous l'avoue. Plus on a avancé dans l'histoire, et plus on s'est dit que, voilà, Olivier, il n'était peut-être pas tout blanc dans cette histoire, quoi. Surtout quand on a su que, voilà, il était avec elle le samedi soir. C'est vrai que bon, on est amené à penser qu'il a peut-être des choses à cacher lui aussi, quoi. La police, elle, n'a jamais douté de la sincérité d'Olivier Durandé. D'autant plus que la perquisition de son appartement, menée 5 semaines après la disparition, n'a rien donné. Il n'y a aucun élément qui justifie une garde à vue le concernant, si ce n'est le fait qu'il soit son amant. S'il faut mettre tous les amants en garde à vue chaque fois qu'il y a un problème, les locaux de garde à vue de la gendarmerie et de la police ne suffiraient pas. Hein. Olivier Durandé a toujours démontré son innocence par l'absence de mobile. L'amant expliquant sans relâche qu'il n'avait aucun intérêt à faire disparaître son grand amour. Mais la nature clandestine des relations entre Suzy Viguier et Olivier Durandé limite considérablement les témoignages sur l'authenticité de leur passion. Plusieurs éléments de l'enquête montrent qu'Olivier Durandé n'était plus dans toutes les confidences de Suzy. Le dossier qu'elle établit en vue de saisir l'avocat pour instruire un divorce n'est pas chez l'amant, comme l'étaient auparavant les pièces quand tout allait bien. Il est dans le coffre de la voiture de Suzanne Viguier. Donc elle n'est plus dans le climat de confiance pour laisser les pièces pour son divorce. L'avocat avec lequel Suzy a rendez-vous le lundi matin pour son divorce n'est pas celui qu'Olivier Durandé lui a conseillé. Et l'amant n'est d'ailleurs même pas au courant de ce rendez-vous. C'était tout simplement pour me protéger et pas me donner de faux espoirs ou me faire du mal. Et non pas parce que ce que j'ai pu entendre, parce qu'elle voulait partir avec quelqu'un d'autre ou que machin, ou qu'elle voulait me quitter, ou peu importe. Olivier Durandé maintient que Suzy et lui s'apprêtaient à refaire leur vie ensemble. Pour les amis de Suzy, cela n'a rien d'évident. Mais non, elle n'aurait pas quitté Jacques pour aller vivre avec Olivier, je pense pas ça. Il est arrivé à une période où elle avait besoin de rencontrer quelqu'un et de sortir, de vivre autre chose, et il a été là. Mais si on me demande est-ce qu'ils auraient pu finir leur vie ensemble, se marier, j'en suis pas convaincu. Dès le début de l'enquête, Olivier Durandé est auditionné à de nombreuses reprises par les enquêteurs, mais à aucun moment il n'est inquiété. Il obtient très vite un statut particulier de témoin privilégié. Il ne sera jamais mis en garde à vue. D'ailleurs, à ce sujet, l'un des policiers que nous avons interrogé nous a déclaré « Il n'y a aucun élément qui justifie une garde à vue le concernant, si ce n'est le fait qu'il soit l'amant de Suzanne Viguier. » Est-ce que vous comprenez ça ? C'est pour le moins étonnant comme raisonnement. Pour moi, il y a 2 bonnes raisons pour lesquelles
Et Olivier Durandet aurait dû être placé en garde à vue dès le début de cette affaire et faire l'objet d'un interrogatoire un peu serré. En effet, c'était l'amant de la victime et puis surtout, c'est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que les enquêteurs n'ont aucune méfiance à son égard. Ils prennent tout ce qu'il dit pour argent comptant, ils n'émettent aucun doute quant à ses déclarations. Comment est-ce que vous expliquez cette confiance presque aveugle? Les enquêteurs ont face à eux deux personnages, Olivier Durandet et Jacques Viguier, qui sont chacun susceptibles de leur fournir des indications sur qui était Suzanne Viguier et ce qu'elle a fait la nuit de sa disparition. Dès le début de cette affaire, le courant ne passe pas avec Jacques Viguier. Les enquêteurs n'arrivent pas à pénétrer sa psychologie, n'arrivent pas à pénétrer son mode de fonctionnement. En revanche, Olivier Durandet, les émotions qu'ils attendent, il est sincère, il est cohérent, il est même sympathique. Il est aux antipodes du prof de droit. Bon Arnaud, si ceci est une explication, il ne s'agit pas d'une justification et encore moins d'une excuse. On a évoqué à plusieurs reprises dans l'émission la participation plus qu'active d'Olivier Durandet dans l'enquête. Au fil des investigations, il s'est comporté comme une sorte de détective privé, rencontrant les témoins, cherchant même à les influencer, émettant des hypothèses et formulant des déductions auprès des policiers. Olivier Durandet explique qu'il a simplement voulu coopérer avec les services d'enquête, mais est-ce qu'on n'est pas là à la limite de la manipulation? Non, je ne pense pas qu'Olivier Durandet ait cherché sciemment à manipuler les enquêteurs. Je pense qu'il s'est forgé une intime conviction. Il est convaincu de la culpabilité de Jacques Viguier. Il est jaloux de cet homme, il le déteste, il ne veut surtout pas qu'il passe au travers des mailles du filet. Lors du second procès d'assises, on a appris qu'Olivier Durandet était rentré clandestinement au domicile des Viguier 2 jours après la disparition. C'est alors posé la question de savoir s'il n'en avait pas profité pour cacher le fameux sac dans l'armoire de l'entrée. De la même façon qu'on a imaginé des scénarios criminels à l'encontre de Jacques Viguier alors qu'il n'y a aucun élément matériel, alors que le corps de sa femme n'a même pas été découvert, je trouverais un peu rapide, un peu hâtif qu'on imagine une histoire pareille à l'encontre d'Olivier Durandet alors qu'il n'y a aucune preuve. Pendant toutes les investigations, les policiers persuadés que l'explication de la disparition de Suzanne Viguier se trouve dans sa vie de couple. On peut fouiller ses relations amicales et professionnelles. Pourtant, en regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit que la mère de famille avait un mode de vie qui aurait pu la mettre en danger. Au moment de sa disparition, Suzy Viguier fréquente régulièrement le Crazy Moon, un cabaret transformiste toulousain, pour lequel elle a travaillé en tant que chorégraphe. Elle a une vie en partie nocturne. C'est pas un crime d'avoir une vie nocturne, c'est même pas une faute, c'est même pas quelque chose de moralement condamnable. C'est que la nuit, on rencontre pas les mêmes gens que le jour. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, qui était dans les milieux artistiques, qui était dans les milieux, qui avait travaillé un petit peu dans les milieux de la nuit. Suzy était une fille qui avait tendance à raconter sa vie à tout le monde. Elle se présentait souvent seule dans cette boîte de nuit. Et il n'est pas du tout impossible qu'elle ait pu, de confidence en confidence, faire une rencontre préoccupante. La nuit, circule l'alcool plus librement, la drogue plus librement, le sexe plus librement. La nuit, c'est ça aussi. Suzy aurait-elle pu se lier au cours de ses sorties nocturnes avec un individu dangereux? Serait-elle devenue, sans le savoir, la cible d'un prédateur? On a fait des investigations. Là aussi, on nous a dit circuler à rien à voir. Le Crazy Moon, c'est le pensionnat des Sœurs Verjus. Plusieurs éléments de l'enquête montrent pourtant que Suzy Viguier était particulièrement vulnérable et prenait des médicaments pour traiter son anxiété. On a trouvé dans son sac de la benzodiazépine. Elle était très fragile, à un point tel qu'un des témoins viendra nous dire qu'elle est allée la chercher à la gare. Et en cours de trajet, Suzy va lui dire « Tu sais, je vais pas très bien, je me drogue depuis pas très longtemps ». Ce qui signifie qu'on peut être victime d'un dealer. Donc je demande au juge d'instruction de bien vouloir se pencher sur cette déclaration. Et là, la réponse a été circuler, il n'y a rien à voir. Puis pourquoi? Parce que l'amant dit que c'est pas vrai. Faut pas le faire, ça, comme réponse. Cette suspicion autour de la drogue n'émane que d'un seul témoignage. Et les proches de Suzy sont sceptiques. Non, j'ai du mal. Bon, elle a peut-être pris des somnifères, peut-être pour dormir après la mort de son père. Ça, c'est possible. Bon, je connais des gens qui ont pris du Lexomil. Bon, ça ne fait pas des drogués, quoi.
L'enquête a révélé que Suzanne Viguier a subi quelques années avant sa disparition le harcèlement d'un homme pervers. Suzy, qui était une personne très affriolante, habillée comme une danseuse même dans la vie privée, même quand elle déambulait, va attirer l'attention d'un personnage qui va, dans les années 98-99, sans arrêt lui téléphoner, en lui parlant de sexe, enfin on voit un peu ce qu'il pouvait se dire. Les enquêteurs ont entendu cet individu qui a finalement été mis hors de cause. Mais est-il possible que le 27 février 2000, l'aventureuse et séductrice jeune femme ait cette fois attiré l'attention d'un meurtrier? Je me suis dit peut-être quelqu'un l'a appelée et elle est partie et puis elle a fait une mauvaise rencontre en chemin. Un criminel en vadrouille, enfin... En 2000, la ville de Toulouse est encore sous le choc des 5 meurtres et 6 viols commis par le tueur en série Patrice Allègre entre 1989 et 1997. Au moment de la disparition de Suzanne Viguier, Patrice Allègre est sous les verrous. Mais cet exemple si proche rend la piste du prédateur crédible. Soit elle est sortie et elle a fait une mauvaise rencontre, soit ce que je crois, elle a été happée par quelqu'un qui venait de l'extérieur, qui l'a invitée à la suivre. Elle a pris son portefeuille, elle a pris ses lentilles, dans la hâte, elle sort, et puis ensuite, ce qui a pu se passer a été à mon avis dramatique, mais force est de constater que nous n'en savons rien. Il y a une autre hypothèse que les enquêteurs, obnubilés par la culpabilité du mari de la victime, ont toujours refusé d'envisager sérieusement. Et si Suzanne Viguier avait décidé ce dimanche 27 février 2000 de quitter volontairement le domicile familial? Et si elle avait choisi de partir pour continuer sa vie ailleurs? Plusieurs éléments auraient pu accréditer cette piste, notamment le témoignage d'un chauffeur de taxi recueilli par les enquêteurs le 16 mars 2000, soit à peine plus de 2 semaines après la disparition. Le 27, le jour de sa disparition, il y a un chauffeur de taxi qui est venu prendre dans la petite rue où habitent les Viguier, devant leur maison, une jeune femme brune avec un sac de voyage et qui l'a emmenée à la gare de Toulouse-Matamieu. Le chauffeur de taxi affirme qu'il a pris la passagère au numéro 21 de la rue des Corbières. Mais il décrit pourtant la maison des Viguier, qui se situe au numéro 19. La maison est décrite précisément comme étant très exactement la maison de Jacques, qui se situe à un virage. Lorsqu'on lui présente la photo de Suzanne Viguier, les déclarations du chauffeur de taxi sont très troublantes. La seule différence physique, c'est qu'il dit qu'elle a les cheveux bruns et bouclés, alors que Suzy n'a pas les cheveux bouclés. C'est la seule différence qu'il peut faire. On a demandé à ce chauffeur de taxi, dans un premier temps, si cette personne qu'il aurait transportée ressemblait à Suzy Viguier. Alors il a eu une réponse assez étonnante. Je ne pense pas qu'elle lui ressemble, mais son visage me dit quelque chose. Donc elle peut très bien être partie elle-même. Il situe l'heure, ce chauffeur de taxi, vers midi. Donc au moment où Jacques Viguier est en route pour aller déjeuner chez ses parents. Elle sort, elle se réveille, elle sort et elle part. Pourquoi ne serait-ce pas Suzy? Est-ce qu'on a fait les enquêtes nécessaires? Mais une dizaine de jours plus tard, le chauffeur de taxi est revenu sur ses déclarations. La piste du taxi a alors très vite été abandonnée par les enquêteurs. Un autre détail de l'emploi du temps de Suzy permet d'imaginer que la jeune femme avait des projets secrets. Le samedi soir, quand elle est au tarot à Montauban, elle sort du club de tarot et du restaurant où ils vont dîner pour aller par 2 fois dans une cabine téléphonique téléphoner. Pourquoi elle ne téléphone pas de son portable? Il y a un téléphone fixe, j'ai vérifié, dans le lieu où il joue au tarot. Pourquoi elle ne téléphone pas là? Peut-être qu'elle prend un rendez-vous et qu'elle confirme un rendez-vous pour la fin de nuit. Pourquoi ne fait-on pas parler cette cabine téléphonique? On ne la fait pas parler. Aucune investigation ne permettra d'établir à qui Suzanne Viguier, la veille de sa disparition, téléphonait en toute discrétion. Un autre témoignage laisse imaginer un scénario bien plus sombre. Il y a une autre piste de disparition volontaire, c'est qu'on oublie la détresse de Suzanne Viguier, où ça va pas très bien. Il y a une amie qui est la fille d'un notaire qui déclare qu'elle l'a vue peu de temps avant et que dans une telle détresse, elle lui a dit mais surtout ne fais pas de bêtises. Elle a eu peur vraiment qu'elle fasse une grosse bêtise contre elle-même. Est-ce qu'elle n'a pas eu un gros coup de blues? Est-ce qu'elle n'a pas quitté son domicile? Est-ce qu'elle n'a pas voulu se suicider? Les proches de Suzanne Viguier ne croient pas à cette hypothèse.
Même si elle voyait qu'elle allait pas bien, elle avait pas encore... Enfin, le feu à l'intérieur n'était pas éteint, quoi. Dans ses yeux, il y avait encore de la passion, il y avait encore de la vie. Elle aimait trop la vie pour se suicider. Est-il possible que Suzanne Viguier ait volontairement quitté sa famille? Pour aller où? Avec qui? Ces questions restent sans réponse. On n'y a jamais cru. Personne. Elle aurait pris ses enfants. Les enfants auraient disparu avec elle, ou elle aurait laissé un courrier à ses enfants en leur disant « Je n'ai pas le choix, il faut que je vous laisse ». Mais même ça, on n'y a jamais cru. Personne ne peut rationnellement, aujourd'hui encore, écarter totalement l'hypothèse selon laquelle Suzy est vivante et revient. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont disparu pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. On aimerait un jour connaître la réponse, quoi. Savoir ce qui est arrivé, où elle est. Un des postulats de l'enquête est que Suzanne Viguier a été tuée. De nombreuses recherches ont été effectuées pour retrouver son cadavre, mais à aucun moment les policiers n'ont recherché une femme vivante. Pourtant, le témoignage d'un chauffeur de taxi aurait pu les guider vers la piste de la disparition volontaire. Oui, mais le témoignage de ce chauffeur de taxi n'est pas très fiable. D'abord, il n'est pas très sûr de la date à laquelle il a effectué cette course. Et puis, il n'est pas très sûr non plus que la personne qui l'a transporté ressemble à Suzanne Viguier. Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir qui a commandé effectivement cette course pour se rendre à la gare. Mais ça n'a pas été le cas. En imaginant qu'il s'agisse de Suzanne Viguier, on aurait forcément retrouvé la trace de cet appel sur les relevés téléphoniques de son domicile ou de son portable. Non, pas nécessairement. Si Suzanne Viguier a voulu disparaître, moi je crois pas qu'elle aurait utilisé ni son portable, ni le téléphone de son domicile. Elle aurait trouvé un autre moyen secret. Et pourquoi pas une cabine téléphonique? Et pourquoi pas la cabine téléphonique qui se trouve face au restaurant où elle a dîné le samedi soir. C'est dommage, aucune réquisition n'a été faite pour obtenir la liste des communications passées à partir de cette cabine ce soir-là. Mais est-ce que c'est vraiment crédible d'envisager que Suzanne Viguier ait choisi de quitter sa famille? Elle était très proche de ses enfants et a priori elle n'avait pas les moyens financiers pour organiser son départ et recommencer une nouvelle vie. Arnaud, il y a à peu près 50 000 disparitions volontaires par an en France. La plupart de ces personnes réapparaissent très rapidement. Mais parmi ces disparitions, il y a un certain nombre de mères de famille qui choisissent de tout quitter et même de quitter définitivement leurs enfants. Et contrairement à ce que l'on croit, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour disparaître. Ce sont les cavales qui coûtent cher, ce sont les voyous qui cherchent à échapper à la police et à la justice qui ont besoin de beaucoup d'argent. Dans l'entourage de Suzanne Viguier, certaines personnes ont évoqué sa fragilité psychologique. On sait qu'elle avait adopté un mode de vie décalé, et qu'elle était malheureuse dans son couple et qu'elle prenait des anxiolytiques. Pensez-vous que les enquêteurs auraient dû étudier la possibilité d'un suicide ? Bien sûr, les enquêteurs auraient pu se rapprocher du médecin qui a prescrit ces médicaments pour savoir, malgré le secret médical, si Suzanne Viguier avait ou non des tendances suicidaires. Mais personnellement, je ne crois pas à cette hypothèse qui se heurte à une invraisemblance. En général, on retrouve le corps des gens qui se suicident, même plusieurs mois après le suicide. Or, le corps de Suzanne Viguier, on ne l'a jamais retrouvé. La disparition de Suzanne Viguier est toujours une énigme. C'est le goût de ces affaires qui ne seront jamais terminées, quoi. Avec ce mystère de la disparition de Suzy, de son corps, de sa personnalité, de qui elle était, et ça on ne saura jamais. Cette femme pétillante, ouverte aux autres, qui aimait les gens, qui aimait la vie et méritait de voir grandir ses enfants. Et puis sa vie s'est arrêtée comme ça, un beau jour. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. L'autre victime de l'affaire, c'est Jacques Viguier, accusé pendant 10 ans du meurtre de son épouse. Cette affaire l'a brisé, cet homme. Et donc c'était difficile, ça. Extrêmement difficile. Alors qu'il a passé 10 ans à être roulé dans la fiente, même s'il a été acquitté 2 fois, on ne peut pas s'en remettre. Et donc je crois que Jacques ne s'en est pas remis. À qui la faute? J'ai quelques idées. Les 3 enfants de Suzanne Viguier réclament toujours la vérité sur la disparition de leur mère. J'espère qu'ils savent qu'elle les aurait pas laissés, quoi. Ça, c'est la... Après voilà, j'espère qu'ils savent à quel point leur mère les aimait et qu'elle ne serait jamais partie sans eux, quoi. Après, j'espère que celui qui l'a fait
là sur sa conscience et qu'il va en être mal jusqu'à sa mort. Parce que ça, c'est la plus grosse punition. Parce qu'il a enlevé une mère à ses enfants. Et ça se fait pas. Les affaires criminelles non élucidées sont extrêmement difficiles à vivre pour les familles des victimes. Les questions sans réponse obsèdent et le chagrin reste intact tant que l'auteur des faits n'est pas identifié. Jacques Viguier a dû supporter des années d'accusations, l'horreur d'une incarcération et l'angoisse de 2 procès d'assises. La reconnaissance de son innocence n'a pas mis fin au calvaire qu'il vit avec ses 3 enfants depuis la disparition de son épouse. Ma véritable libération, écrit-il dans son livre, je ne la conçois que lorsqu'on connaîtra la vérité sur la disparition de Suzanne. Alors là et seulement là, je serai enfin libéré de l'incertitude à laquelle nous sommes condamnés, mes enfants, mes proches et moi-même. Bonsoir.